Aujourd'hui, j'avais proposé qu'on organise un débat entre deux visions de l'Europe avec beaucoup de questions à aborder, deux visions différentes, qui à mon sens, mais la discussion nous montrera, qui à mon sens deux visions qui se complètent, même s'il y a des points d'opposition. Donc on a d'un côté Bernard Tepper, l'animateur de Respublica, et auteur de plusieurs ouvrages que vous pourrez trouver à côté, qui sont là. Donc la laïcité pour 2017 et au-delà, de l'insoumission à l'émancipation. D'autres ouvrages sur la crise de la dette. Oui, sur le néolibéralisme, crise de la dette, sur la sécurité sociale, sur les prédateurs de la santé, sur la crise économique. Voilà. Et de l'autre côté, donc Ramzi Kebali, qui sur son livre Quittons l'Europe pour une souveraineté populaire et inclusive, qui est l'animateur du blog Citoyens Souverains. Donc je leur ai demandé à tous les deux de réfléchir sur la place de la dette, la place des peuples, et aussi quelle stratégie électorale vis-à-vis des échéances qui arrivent, vis-à-vis des élections qui sont maintenant dans un mois, sachant que la campagne a eu du mal à démarrer et qu'on voit qu'elle parvient mal à convaincre les classes populaires de son intérêt. Alors, je ne sais pas comment on commence. Moi j'avais proposé des prises de parole à peu près à quart d'heure. En 2 temps, c'est ça ? En 2 temps, tout à fait. Est-ce que tu veux commencer, Bernard ? Oui, alors comment tu as fait le découpage? Est-ce que tu le rappelles? Ce que tu souhaites Alors, pour moi, il y a déjà la question du cadre de l'Union européenne, du rôle de la dette dans ce cadre de l'Union européenne, et puis ensuite, dans un deuxième temps, la question de la construction, de la souveraineté, et pour moi, la question de la montée des xénophobies, que ce soit directement à travers les poussées d'extrême droite, mais également dans qui pointent quand même vers ceux qu'on appelle les libéraux. C'est-à-dire que même un programme comme le programme de Macron pose des questions de xénophobie, selon moi, et que ce n'est pas du tout un rempart à l'extrême droite tel que ça se présente, tel que le match est organisé. Salvini d'un côté, Macron de l'autre, je n'y crois pas. Voilà, j'aurais bien aimé avoir vos avis différents sur cette question. Alors, moi je veux bien démarrer sur donc un quart d'heure sur la première partie, c'est ça? Alors d'abord, ma vision de l'Union européenne. Alors d'abord, on nous a présenté l'Union européenne comme étant une union qui allait apporter la paix. Ça provenait un peu de la guerre franco-allemande qui a débouché sur une guerre mondiale entre 1939 et 1945. Et en fait, depuis qu'il y a eu l'Union européenne, eh bien, on a eu la guerre en Europe, notamment dans les Balkans, et il y a eu 200 000 morts. En plein cœur de l'Europe, 200 000 morts, avec les principaux pays dirigeant l'Union européenne. Alors c'est des pays qui étaient hors Union européenne, mais dont les principaux pays de l'Union européenne étaient impliqués dans cette guerre, et notamment par la fourniture des armes et par soutenir les uns contre les autres, etc., etc. La deuxième idée, pour montrer que la lutte pour la paix n'est pas leur problème numéro 1, c'est l'article 347, parce que vous savez, le traité de Lisbonne, il a ce
qu'on appelle le TUE, Traité de l'Union Européenne, et il y a le TFUE, Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Et l'article 347 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, je vais le lire, dit la chose suivante. Les États membres se consultent pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de trouble intérieur grave, affectant l'ordre public en cas de guerre ou de tension internationale. Donc cet article dit, s'il y a une guerre en Europe, la chose principale, c'est pas la paix. La chose principale, c'est qu'il faut que la concurrence libre et non faussée puisse être maintenue malgré la guerre. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui montre que le but de l'Union européenne n'est pas la paix. La deuxième chose qui est caractéristique, je dirais, de l'Union européenne, c'est son manque de démocratie. Et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, qui met en avant le problème de la démocratie, eh bien, on a une construction européenne qui est antidémocratique. Qui est antidémocratique, c'est-à-dire qui enlève du pouvoir à des élus du peuple, les députés, et qui le transfère à des gens qui sont nommés la construction européenne. Et dès 1957, un député français qui s'appelait Pierre Mendès France a voté non au traité de Rome en 1957 sur les bases de cette atteinte à la démocratie. Il faut savoir par exemple que le Parlement européen, dont on va élire les gens bientôt, ce sont un Parlement qui n'a pas de pouvoir législatif et qui n'a de pouvoir que de codécision, c'est-à-dire que dans 85 domaines, ils doivent apporter leur accord pour que ça soit une loi, mais lorsque c'est à l'extérieur de ces domaines, la Commission décide tout seul sans le Parlement européen. Donc il y a toute une série de domaines, là je n'ai pas le temps de les lister, où le Parlement européen n'a pas voix au chapitre. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que la vraie nature de l'Union, c'est le libre-échange. Le libre-échange des marchandises et de l'argent. Alors, liberté totale des capitaux, avec l'ensemble, aussi bien en Europe qu'avec l'ensemble du monde. Donc, article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, c'est précis, pour ceux qui peuvent aller sur Internet, vous notez article 63 du TFUE, et vous avez l'article. Ensuite, une politique monétariste de la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne, depuis le traité de Maastricht de 1992, ne peut plus prêter de l'argent gratuit aux États, mais peut donner de l'argent gratuit aux banques privées à but lucratif pour les actionnaires. Et si les États veulent se financer, eh bien il faut qu'ils aillent auprès des banques privées à but lucratif pour les actions. Autre caractéristique, il y a une mise en concurrence des systèmes sociaux des États membres. C'est-à-dire, il est interdit de faire une harmonisation sociale et fiscale. Vous voyez, les Gilets jaunes demandent l'harmonisation sociale et fiscale, la justice sociale et fiscale. Elle est interdite par l'Union européenne. Et les articles 151, 152, 153. Alors, par contre, il n'y a rien sur l'intervention directe des citoyens. Il y a simplement une pétition. Il faut 1 million de signatures et ça oblige la Commission de lire la pétition. Mais ensuite, ils peuvent, classement vertical, dans une poubelle. Ils ne sont pas obligés de mettre en débat la proposition.
Donc d'une façon générale, il y a un abus sur le plan de la démocratie. Le 29 mai 2005, la France a dit non au traité constitutionnel européen et Nicolas Sarkozy, président de la République, a avalisé le traité de Lisbonne qui n'est que la même chose que le traité constitutionnel européen. Et pour vous donner la preuve de ça, il suffit d'écouter Giscard d'Estaing. Vous vous rappelez Giscard d'Estaing. Alors je lis ce que dit Giscard d'Estaing, à qui on posait la question, est-ce que le traité de Lisbonne, c'est la même chose que le traité constitutionnel européen que la France a refusé le 29 mai 2005 ou pas? Alors ce que dit Giscard d'Estaing, qui est un orfèvre en la matière là-dessus, en termes de contenu, les propositions demeurent inchangées, elles sont juste présentées de façon différente. La raison de ceci est que le nouveau texte ne devait pas trop ressembler au traité constitutionnel. Les gouvernements européens se sont ainsi mis d'accord sur des changements cosmétiques à la Constitution pour qu'elle soit plus facile à avaler. Il avoue donc que ce qui a été refusé par la France est en fait le traité de Lisbonne. Ces traités sont difficilement révisables. L'article 53 du traité de l'Union européenne dit « La durée de ces traités sont illimités ». L'article 48 du traité de l'Union européenne dit que si vous voulez changer une virgule du traité, il faut l'unanimité des États. Donc ça veut dire que si un État n'est pas d'accord, et notamment certains petits États qui sont très contrôlés par le multinational, les petits États, ceux qui sont rentrés à la fin de l'Union européenne, et bien ça veut dire que ces traités ne peuvent pas être révisés. Et donc, ça veut dire que, contrairement à l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, je vous lis l'article 28 de ces déclarations, un peuple a toujours le droit de revoir, de reformuler, de changer la Constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Et donc, de ce point de vue-là, bon, sur la démocratie, même sur les politiques. L'objectif, par exemple, de la politique agricole commune, qui est les 2/3 du budget européen, c'est uniquement d'augmenter la productivité agricole. Rien sur l'emploi, rien sur la santé publique, rien sur la sécurité alimentaire, et donc, vous avez vu avec l'aspect du glyphosate, l'Union européenne n'a toujours pas interdit le glyphosate. Alors, ce que je voulais... Alors, j'ai déjà parlé des problèmes d'harmonisation. Je voulais aussi dire que pour les services publics, parce qu'il y a désertification des services publics, par exemple, on est à Boissy-Saint-Léger, donc il suffit de regarder quel traitement il se passe sur la poste. Je parle sous ton contrôle, l'orangerie c'est bien à Boissy-Saint-Léger. Voilà. Donc la fermeture du bureau. Aujourd'hui 7000 bureaux de poste de plein exercice, en 2023 3400. Plus de la moitié des bureaux de poste vont supprimer. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on organise, et ça c'est par l'Europe, avec bien sûr la complicité des dirigeants français, parce qu'une position européenne, elle est avalisée par le président de la République française. Le président de la République française s'est jamais opposé aux politiques néolibérales de l'Union européenne. L'article 107 du traité de fonctionnement de l'Union européenne interdit aux États de subventionner des services publics en fonction des besoins
des populations. C'est interdit. Et donc, bien évidemment, vous voyez ce qui se passe. Vous avez par exemple un hôpital public en concurrence avec une clinique privée à but lucratif pour les actionnaires. La clinique privée à but lucratif pour les actionnaires prend que les clients rentables. Les clients qui ne sont pas rentables, elle les envoie aux urgences de l'hôpital. L'hôpital public accepte tout le monde. Donc forcément, la clinique privée à but lucratif pour les actionnaires gagne de l'argent et l'hôpital en paie. Voilà. Et la France ne peut pas soutenir ses hôpitaux parce que elle soigne tout le monde. Et ça, c'est un article du traité européen. Sur le plan, par exemple, des religions, eh bien, il y a des positions de l'Union européenne contraires au principe de laïcité qui existe dans un certain nombre de pays européens, comme la France, la Suède, etc. Et ça, il y a plusieurs articles. L'article 2, l'article 15.3, qui permet en fait d'introduire l'ensemble des églises à l'intérieur de la sphère politique européenne. Et il y a surtout l'article 17, alinéa 2, qui permet, dans certains pays, d'avoir des lois différentes en fonction des communautés. D'ailleurs, il y a une affaire qui a été tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme il n'y a pas longtemps. C'est en Grèce, où il y a une loi commune pour les Grecs, sauf pour la communauté musulmane de Thrace, où là, c'est la charia. Et ça, c'est autorisé par l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis une atteinte, enfin, ça crée des difficultés parce que ça divise le peuple. Voilà. Hein? Jean Jaurès disait par exemple, disons à peu près au début du XXe siècle, il disait il faut la loi de 1905 parce que sinon on va avoir des ouvriers catholiques d'un côté et des ouvriers non catholiques de l'autre. Et pour unifier effectivement l'ensemble du peuple, il faut d'abord avoir la loi sur la laïcité et ensuite on va attaquer le dimanche chômé, les retraites ouvrières et paysannes et l'impôt sur le revenu. Et cette stratégie-là a été positive parce qu'il y a eu la loi du 9 décembre 1905, le dimanche chômé en 1906, les retraites ouvrières et paysannes en 1910 et 1911, et l'impôt sur le revenu début juillet 1914, disons à quelques semaines, je dirais, de sa mort. Alors, sur maintenant le problème de la dette. Alors là, le problème de la dette, il est bien sûr, c'est pas un problème qui est uniquement dû à l'Union européenne. C'est en partie dû à l'Union européenne, mais pas seulement. C'est plutôt dû au mouvement réformateur néolibéral, c'est-à-dire à ce mouvement réformateur néolibéral qui fonctionne aujourd'hui sur toute la planète. Et le problème de la dette, il existe également dans des pays qui sont hors de l'Union européenne. Et ce problème de la dette, par exemple, eh bien, il y a... Je parle parce qu'il y a plusieurs dettes. Il y a la dette privée et la dette publique. Le krach de 2007-2008, il est dû à l'explosion de la dette privée, qui aujourd'hui est plus importante qu'en 2007, c'est-à-dire est environ à 175% du PIB français. Et donc, la dette publique, elle a augmenté. Elle a augmenté pour trois raisons. Premièrement, il y a une partie de la dette qui est de la bonne dette. Parce que si vous voulez créer, par exemple, des services publics, vous êtes obligé de vous endetter. Voilà. Donc ça, vous pouvez créer une école, etc. Bon,
vous créez de la richesse, vous êtes obligé d'anticiper en termes de monnaie, je n'ai pas le temps d'expliquer, je le fais dans mes stages de formation, et ça c'est de la bonne dette. Il y a deux mauvaises dettes. Il y a la partie de la dette où c'est la dette publique qui est venue sauver l'explosion de la dette privée. Ce qui s'est passé en 2008-2009. C'est-à-dire qu'on a pris de l'argent public, les États ont pris de l'argent dans la caisse de l'État pour financer des dettes privées. Incroyable. Et il y a une deuxième dette qui est due au fait que le mouvement réformateur néolibéral, et ça, c'est soutenu par l'Union européenne, mais c'est le mouvement réformateur néolibéral qui est un mouvement réformateur sur l'ensemble de la planète, qui vise en fait à la diminution des cotisations sociales, aux politiques d'austérité, diminution des communautés des cotisations, diminution des impôts pour les plus riches. Et donc, quand vous diminuez les impôts pour les plus riches, et que vous savez que les services publics sont payés par les cotisations sociales et les impôts, eh bien, chaque fois que vous diminuez les impôts pour les plus riches, eh bien, vous remplacez ça par un crédit, donc par un endettement public. Et donc, la partie de l'endettement public qui est liée aux baisses d'impôts et aux baisses de cotisations sociales, c'est une dette illégitime, qui n'a pas à être supportée par l'État et qui doit être supportée par les plus riches. Et la deuxième dette, comme j'ai dit, c'est-à-dire celle qui est liée à empêcher l'écroulement du privé, c'est aussi une dette illégitime et c'est pas aux citoyens de la payer. Voilà. Et que donc, moi je fais partie de ceux, avec beaucoup d'autres, qui pensent qu'il ne faut payer que la partie de la dette qui correspond à un financement lié aux besoins sociaux, c'est-à-dire au financement des services publics, du logement, social, etc. Il faut refuser bien sûr de payer la dette qui est liée, comme je l'ai dit, à l'abaissement des impôts et de la baisse des cotisations sociales, parce que les cotisations sociales, c'est un bienfait pour l'humanité, c'est ce qui permet le financement de la sécurité sociale. Voilà. Donc, le problème de l'endettement est quelque chose qui est directement lié au mouvement réformateur néolibéral. J'en suis où là? On a dépassé. On a dépassé un petit peu là de 2 minutes, c'est ça? En fait de 6. Bon, donc je vais m'arrêter là. Et donc voilà un peu, disons, la première présentation que je peux faire. Donc, bonsoir, merci Sam pour l'invitation. Donc moi pour la première partie, je vous propose de parler vraiment de l'Union européenne, de l'euro et du projet européen et de comment on peut en sortir. Et ensuite dans la deuxième partie, comme ce qu'a proposé Sam, de s'interroger sur les impensés de l'identité européenne et de voir comment l'Europe agit comme un rapport de domination sociale et également un rapport de domination raciste dans nos sociétés. Alors sur la première partie, donc le constat de l'inanité des traités européens est communément partagé, Bernard l'a très bien rappelé, a dit à un moment donné, si je me souviens bien, c'est une zone de libre-échange, c'est la libre circulation des capitaux et des marchandises. Il faut vraiment comprendre que c'est ça l'essence de l'Union européenne. Et pour compléter aussi sur la dette, donc il faut savoir qu'il y a un traité capital qui dit que les États membres sont obligés d'emprunter auprès des marchés financiers. Et donc ce qui signifie que la dette, à chaque fois qu'elle est créée, c'est la dette actuelle, c'est pas toute dette. Mais la dette actuelle, quand on la crée, après, c'est de l'argent qui est remboursé par nos impôts auprès des marchés financiers, à des taux d'intérêt souvent exorbitants. Un audit avait été effectué par le comité d'audit de la dette et avait déterminé qu'au moins 60% de la dette actuelle était illégitime et avait déjà été remboursée, voire remboursée plusieurs fois. Et il faut savoir qu'il y a des pays comme le Japon, qui est toujours intéressant de prendre comme exemple, c'est pas particulièrement un pays communiste ou bolchevique, qui arrive à autofinancer sa dette
où la dette n'est pas détenue par des investisseurs étrangers, mais détenue par des Japonais. Et de ce fait, ils peuvent avoir une dette qui s'élève à 250% du PIB. Donc ils explosent tous les critères possibles. Et ça se passe très bien, puisque les citoyens japonais continuent à financer l'État japonais. Et ces méthodes-là, elles étaient employées en France jusque dans les années 70. Donc il y a un ouvrage de Benjamin Lemoine qui s'appelle L'ordre de la dette, que je vous recommande sur le sujet, et qui explique comment l'État français avait des méthodes qu'on appelait à l'époque le circuit du trésor, qui permettait d'avoir un autofinancement de la dette, et qui équivalait en quelque sorte à faire de la création monétaire, ce qui n'est pas possible dans les traités de l'Union européenne. Donc autrement dit, ces traités nous interdisent de mener des politiques alternatives, et quand on dit qu'ils nous interdisent de mener des politiques alternatives, ça ne veut pas dire par exemple que Emmanuel Macron serait contraint et forcé par l'Union européenne de mener sa politique, puisqu'en fait ces traités ils ont été rédigés par nos dirigeants, par nos oligarchies, mais ça veut dire que ces traités ont été pensés pour lier les générations futures. Et c'est-à-dire que si un gouvernement alternatif arrive au pouvoir, comme il y a eu une expérience par exemple en 2015 en Grèce, avec un gouvernement qui arrive au pouvoir sur la promesse d'arrêter la l'austérité, ce gouvernement se retrouve en confrontation directe avec les traités européens, avec l'euro, et ne peut pas mener sa politique, car sa politique a été pensée par les dirigeants actuels pour lier les dirigeants futurs et empêcher une politique alternative. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien voir, et donc ça, c'est la thèse forte de mon livre, Quittons l'Europe, c'est que selon moi, ce n'est pas un bug ou un accident des traités actuels, c'est le fait d'être dans une logique fédérale, dans une logique supranationale, qui amène automatiquement à des obstacles et à des problèmes de ce type. Pourquoi? Eh bien, si par exemple, on prend la question de la monnaie, donc beaucoup d'économistes considèrent que l'euro actuel est surévalué par rapport aux besoins de l'économie française et surtout par rapport aux besoins de l'économie grecque. Parce que c'est quand même plutôt les pays du Sud, comme la Grèce ou le Portugal, qui souffrent le plus de l'euro. Et au contraire, cette monnaie serait sous-évaluée pour l'Allemagne. Mais quand on y réfléchit, à partir du moment où on a des économies aussi différentes, avec des structures économiques aussi divergentes que l'Allemagne, que la Grèce, que le Portugal, que la France, on ne trouvera jamais un taux en fait, qui satisfasse tous ces pays. Donc ça a été expliqué par des économistes comme Paul Krugman, prix Nobel d'économie. En fait, l'euro est une aberration, faire une monnaie unique à l'échelle européenne est une aberration, car ces pays sont trop différents entre eux. Et le seul moyen de rendre ça tenable, ça serait de faire des transferts financiers massifs, des transferts sociaux massifs entre les différents pays. Mais il se trouve qu'à l'échelle européenne, qu'on s'en réjouisse ou non, qu'on le déplore, il n'y a pas la solidarité nécessaire, il n'y a pas le sentiment de solidarité nécessaire pour que les pays les plus riches acceptent de contribuer pour les pays les plus pauvres. Et du coup, en l'absence de ces transferts qui normalement sont inhérents à chaque construction économique, et bien c'est-à-dire que ce que nous avons actuellement, l'euro et l'Union européenne, ce sont des zones de guerre, ce sont des zones de compétition, des zones de libre-échange féroce, où les pays les plus riches écrasent les pays les plus pauvres, et où les seuls pays qui s'en sortent sont les pays qui s'en sortent en faisant du parasitage, en faisant du dumping social, du dumping fiscal, comme le Luxembourg, comme l'Irlande, et d'autres pays. Donc une zone de compétition. Et cela vient en fait du fait que nous sommes dans un projet fédéral, et donc on pourrait donner d'autres exemples. Un autre exemple que je pense souvent, c'est celui de la diplomatie. Donc on est des pays qui ont des intérêts diplomatiques divergents, on a tout un bloc de pays de l'Europe de l'Est qui ont des contentieux historiques très forts avec la Russie, et qui de ce fait recherchent l'alliance avec les États-Unis. Donc peut-être que ça ne sera pas toujours le cas, qu'on le déplore ou qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, c'est le fait, c'est que les pays d'Europe de l'Est, du fait de leur histoire, recherchent l'alliance avec les États-Unis. Et pourquoi nous, la France, on devrait se forcer à faire une diplomatie commune avec ces pays? S'ils veulent rechercher l'alliance avec les États-Unis, très bien pour eux. S'ils vont en confrontation avec la Russie, très bien pour eux. Mais pourquoi nous, on dit en France, donc là c'est une citation d'Emmanuel Macron, il dit qu'il va falloir bâtir une armée européenne pour affronter la Russie, sachant que la France n'a jamais eu aucun contentieux avec la Russie. Donc on se retrouve embarqué dans des guerres pour d'autres pays, au nom de cette construction européenne, au nom de cette absurdité qu'il faudrait absolument faire une seule diplomatie, des normes uniques, une monnaie unique, avec des pays aussi divergents. Et donc, c'est-à-dire que même si on avait finalement une Europe plus démocratique, même si on avait un Parlement européen, parce que là il y a des élections au Parlement européen qui sont pour moi une vaste mascarade, même si je comprends qu'on puisse vouloir faire passer un message, mais ce qui est une mascarade, c'est que ce Parlement n'aurait aucun pouvoir comme il était appelé, mais quand bien même ce Parlement aurait un pouvoir, en quoi serait-il légitime pour imposer à un peuple souverain une politique dont il ne voudrait pas? Si une majorité au Parlement européen dit par exemple il faut suivre les États-Unis dans tout ce qu'ils font, il faut suivre Donald Trump, est-ce que c'est pour cette raison-là on devrait suivre?
si une majorité au Parlement européen dit il ne faut pas interdire le glyphosate, je rappelle qu'en France, même le programme d'Emmanuel Macron contenait l'interdiction du glyphosate. En France, tout le monde reconnaît que le glyphosate est un produit cancérigène, un produit toxique, un produit dangereux. Mais tant qu'on est dans le marché unique européen, on ne peut pas interdire le glyphosate. On est obligé de se soumettre. C'est leur métier. Deux, c'est de l'autre côté. Hein. On a fait énorme pour chercher. C'est normal, ça. Comme ça. Et donc sur la question écologique, voilà, pareil, en fait, si on attend d'avoir eu l'accord et l'unanimité de tous les autres pays pour commencer à mener une politique écologique, pour commencer à interdire les produits toxiques, je peux vous dire que le climat est en train de mourir plusieurs fois avant qu'on trouve l'unanimité. Donc ce qui serait plus logique, c'est de dire chaque pays avance à son rythme. Et pour avancer à son rythme, il faut forcément mettre des normes sanitaires et environnementales aux frontières du pays. Parce qu'on aura l'air malin si on interdit le glyphosate en France, mais qu'on continue à laisser rentrer les produits des pays à côté qui contiennent encore du glyphosate au nom du sacro-saint libre-échange. Donc si on veut mener une politique écologique, puisque aujourd'hui toutes les listes se revendiquent écologistes, et ben, la base de tout, c'est de mettre un protectionnisme à l'échelle nationale, un protectionnisme sur des normes sociales, sanitaires et environnementales. Alors du coup, que faire? Donc ça, c'est la grande question, parce que ce constat, je pense que pas tout le monde est d'accord, à 99% sur le constat que je viens de faire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, certains parlent de faire un plan A. Alors le plan A, ça serait essayer de changer l'Europe. Alors je ne suis pas contre le fait d'essayer, hein, on peut toujours essayer, hein, si on n'est pas convaincu que ça ne va pas marcher. Mais en fait, juste la raison pour laquelle ça ne peut pas marcher, en fait, c'est tout simple. C'est que changer l'Europe, bah, ça nécessite que les autres pays soient d'accord. Et donc si on propose de faire une Europe à la française, une Europe qui va dans l'intérêt de la France, bah, que les autres pays ne seront juste pas d'accord. Donc évidemment, on peut proposer, mais là on sait déjà, d'ores et déjà, que les réponses en fait vont être négatives. Et par ailleurs, mais ça c'est un point que je développerai dans le deuxième sujet, c'est si on veut faire une alliance avec les pays qui le souhaitent, pourquoi s'arrêter au cadre de l'Europe? Pourquoi ne pas s'allier avec les pays méditerranéens? Pourquoi ne pas s'allier avec les pays africains? Pourquoi ne pas s'allier avec tous les pays du monde qui n'ont pas l'honneur d'avoir été labellisés comme européens, mais qui ont quand même des choses à apporter, et avec qui une alliance serait très profitable. Alors, si le plan A, disons, de changer l'Europe ne marche pas, est-ce qu'on pourrait au moins désobéir ponctuellement? Alors ça, donc, j'ai un ami qui est aussi un ami de Bernard, qui s'appelle Yves Thébault, qui sort un magnifique livre sur le sujet, qui examine, je crois, 6 ou 7 scénarios possibles, de graduels, de types de désobéissance possibles à l'Union européenne et à l'euro. Le problème avec la désobéissance, c'est que c'est systémique en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous restez dans un espace de libre circulation des marchandises et de libre circulation des capitaux, à partir du moment où vous ne contrôlez pas votre propre monnaie, vous ne pouvez pas faire de création monétaire, vous aurez beau jeu de dire je désobéis à telle directive, je ne veux pas appliquer la directive travailleurs détachés, j'interdis le glyphosate sur mon territoire, oui, vous pouvez le dire, vous pouvez essayer de le faire. Simplement, ça ne va pas marcher. Et il y a des précédents historiques. On se souvient que quand François Mitterrand, en 81, avait essayé de mener une politique de relance, bah, dans le cadre du système monétaire européen et dans le cadre du libre-échange européen qui existait déjà à l'époque, c'était pas possible, puisqu'en fait tous ces outils et tout ce système a été pensé pour ça. Il a été pensé par les oligarchies pour empêcher une politique alternative. Donc là encore, on peut bien essayer, mais on va vite se rendre compte que ça ne fonctionne pas, parce qu'on va être dans un cadre où on a besoin de l'aval des autres pays pour mener notre politique. Et évidemment, actuellement, le rapport de force, nous ne l'avons pas à l'échelle européenne, mais aussi on peut espérer l'avoir un jour. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Eh bien, il nous reste la solution de retrouver notre indépendance. Et comme le font tous les pays du monde qui ne sont pas dans l'Union européenne, tous les pays qui ne sont pas soumis à des lois supranationales, qui ne sont pas soumis à une monnaie supranationale. Donc, retrouver la primauté du droit national. Donc ça, c'est expliqué notamment dans un livre qui vient de paraître du collectif Chapitre 2, qui s'appelle « La gauche à l'épreuve de l'Union européenne », et donc qui explique cette nécessité de restaurer la primauté du droit national. Et c'est également ce que je défends dans mon livre, l'idée d'une sortie de l'Union européenne et d'une sortie de l'euro, qui ne serait pas un point d'aboutissement, mais qui serait en fait le départ de tout le reste. C'est qu'en fait, tant qu'on n'est pas prêt à faire ce pas-là,
tous les programmes, tous les beaux programmes écologiques et sociaux que vous pouvez lire, tout ça, ce sont des chiffons de papier. Si on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout, à aller à la rupture pour mener ces programmes, il ne va rien. Mais une fois qu'on est sorti, on est seulement au stade 0. Tout reste encore à faire. Donc ceux qui essayent de faire croire que le Frexit serait la solution magique, évidemment, on voit avec le Brexit, ce n'est pas la solution magique, c'est juste le point de départ qui va nous permettre de faire tout le reste. Alors, le reste, eh bien, des normes sociales, des normes environnementales, des normes sanitaires pour pouvoir interdire les produits toxiques sur notre sol, pour pouvoir augmenter les salaires, augmenter les revenus sans que tout l'argent parte dans des produits étrangers, pouvoir faire de la création monétaire, pouvoir avoir une diplomatie indépendante, restaurer la souveraineté du peuple, puisque évidemment quand on parle de la souveraineté nationale, alors il y a certains souverainistes pour qui la souveraineté nationale c'est une fin en soi. Il faudrait remettre l'État tout puissant. Alors on voit aujourd'hui, en fait, l'État français, d'une certaine manière, il est tout puissant. Quand il s'agit de nous matraquer et de nous taper dessus, cet État-là, il a encore de la puissance. Celui qui a été dépourvu de la puissance, c'est le citoyen. C'est nous. C'est à nous qu'il faut rendre le pouvoir. C'est la souveraineté populaire qu'il faut défendre. Elle passe par le cadre de l'État, mais pas de l'État actuel. Pas des institutions actuelles qui ont été pensées dans le cadre d'une politique antipopulaire, d'une 5e République autoritaire et liberticide. Et on voit tous les jours jusqu'où peuvent aller les lois liberticides qu'on nous fait passer au nom d'une soi-disant unité nationale qui sert en fait de prétexte pour nous condamner à une fausse alternative entre les eurolibéraux qui disent tout est dans l'Europe et les euro-identitaires qui pendant longtemps critiquaient l'Union européenne comme le Front National mais qui aujourd'hui finalement trouvent que c'est parfaitement compatible finalement. Tout ce qui est reproché à l'Union européenne c'était la question migratoire, c'était l'ouverture des frontières migratoires et quand ils voient aujourd'hui qu'il commence à y avoir une fermeture des frontières migratoires, qu'on laisse mourir des milliers de migrants en Méditerranée, là d'un seul coup les discours s'inversent. Et là d'un seul coup, l'Union européenne devient un cadre possible pour la droite et l'extrême droite, finalement en complémentarité avec les libéraux, pour mener leur politique xénophobe, leur politique raciste, leur politique antisociale, leur politique anti-écologique. Et donc, évidemment, moi, quand je propose de sortir, ce n'est certainement pas pour se replier, pour se fermer au reste du monde, c'est au contraire sortir de cette prison pour s'ouvrir enfin au reste du monde, établir enfin des partenariats d'égal à égal. Alors tout d'abord, je rappelle avec les autres pays européens, la France contribue au budget européen et donc ces pays-là de toute façon n'ont pas intérêt à nous attaquer ou à faire de représailles diplomatiques contre nous si on sort de l'Union européenne. Au contraire, on peut rester dans de bonnes relations avec eux en maintenant nos budgets en aide bilatérale à ces États. Et de même, on peut aider également les autres pays. Alors actuellement, quand on dit que la France verserait de l'aide humanitaire aux autres pays du monde, ça fait doucement rigoler, parce qu'on n'a même pas encore annulé les dettes des pays du tiers-monde. On n'a même pas encore annulé les dettes que les autres pays ont envers la France. On n'a toujours pas remboursé la dette odieuse que nous avons extorquée à notre ancienne colonie Haïti. On continue à envahir militairement les pays d'Afrique. On continue via les accords de libre-échange à imposer notre économie. Et la suprême absurdité, le suprême anachronisme, l'héritage de la colonisation, c'est le franc CFA, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire que la monnaie de plus d'une dizaine de pays africains est gérée en France, par Paris. Et en prime, annexé sur l'euro. Indexé sur l'euro, c'est-à-dire le taux de l'euro, alors qui déjà n'est pas adapté pour la Grèce et pour la France pas trop non plus. Alors imaginez pour les pays concernés. Donc évidemment, sortir de l'Union européenne, ça ne peut pas être pour restaurer ou pour idéaliser un État français autoritaire et impérialiste. Au contraire, pourquoi? Parce que cet État-là, il a été usurpé par une oligarchie, qui est la même oligarchie, les Macron, les Valls, les Sarkozy. C'est la même oligarchie qui a fait l'Union européenne. Donc ce sont les mêmes personnes, ce sont nos mêmes ennemis que nous devons rejeter et à quoi nous devons opposer une coopération libre et solidaire entre peuples souverains et sans accorder de privilèges européens.
Alors, je propose qu'on débatte un peu de ces questions-là, avant de passer au deuxième plan sur la place des peuples et la montée des xénophobies dans l'Europe, et quelle stratégie électorale par rapport aux élections qui viennent. On débatte pour l'instant de ces deux points de vue. J'imagine qu'il y aura des questions, des remarques, ou des points de vue exprimés dans la salle. Oui. Oui, moi je me réfère à ton livre, Ramzi, pour sortir de l'Europe. Est-ce que c'est possible qu'on peut sortir de l'Europe? Par rapport au blocage des Anglais actuellement, ouais, c'est ça que tu fais référence. Et puis, est-ce que la France, elle peut exiger la sortie de l'OTAN? Est-ce qu'elle peut convaincre les Européens pour quitter l'OTAN? Alors c'est une très bonne question. Pour moi, typiquement, les autres pays ne voudront pas sortir de l'OTAN. Mais à la limite, on peut les comprendre dans une situation historique, temporelle, spatiale très particulière, qui est qu'aujourd'hui, les pays de l'Est, du fait de leur histoire récente, ont l'impression que l'OTAN est un parapluie face à la Russie. Alors en fait, c'est totalement faux. Mais on peut comprendre qu'ils se fassent cette idée pour l'instant. Alors que la France n'a aucun intérêt à être dans l'OTAN. Enfin, la France a été sortie de l'OTAN pendant longtemps. Et aujourd'hui encore, il y a des partis politiques, qu'on connaît bien, qui revendiquent évidemment la sortie de l'OTAN. Donc la France peut le faire, mais elle peut le faire que toute seule. Les autres pays ne voudront pas. Et donc c'est un exemple qui illustre bien le fait que si on veut conditionner notre indépendance au fait que les autres pays sortent également, on n'y arrivera pas. Alors après, pour la sortie de l'Europe, en tout cas la sortie des traités européens, de l'Union européenne et de l'euro, évidemment ça ne va pas être simple, mais il existe des scénarios, donc des scénarios qui ont été travaillés dans le cadre d'un fameux sommet du plan B, à l'issue de quoi un livre donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, d'Yves Thiebaud, qui va bientôt sortir, alors sous le nom, il me semble que c'est Traité européen à l'esquive, et en fait qui montre les différents scénarios possibles. Donc, dans le cadre de la campagne de 2017, donc la France Insoumise à l'époque avait, de manière analytique, étudié tous les scénarios possibles, en disant on va les essayer un par un pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc il y avait eu ce plan B de retour au franc, qui avait été analysé de manière très détaillée et très minutieuse par Yves Thiebaud, et qui va bientôt être rendu public, et qui montre que c'est possible, que ce n'est pas aussi dur qu'on le croit. On a l'impression que c'est très difficile. En fait, paradoxalement, ce qui est très difficile, c'est les scénarios intermédiaires. Par exemple, Marine Le Pen, en 2017, au second tour, avait proposé un système de double monnaie. En se disant, faire une double monnaie nationale, monnaie commune, ça va être plus simple que monnaie nationale. Et en fait, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que tous les systèmes intermédiaires, double monnaie, triple monnaie, monnaie locale, en fait, sont techniquement difficiles à mettre en œuvre, car on n'a pas de précédent, alors que le retour à une monnaie nationale, on sait faire. On a déjà fait, on sait faire. Comme le dit Frédéric Lordon, pendant 1 an ou 2, effectivement, il y aura des secousses. Ça ne va pas forcément être évident sur le coup, mais dès qu'on a passé la période de turbulence, on redevient une économie indépendante qui peut, comme par exemple le Japon, s'autofinancer. Donc ça, c'est très important à retenir. Une fois qu'on a retrouvé notre monnaie, nous ne sommes plus obligés de payer notre dette au marché financier. Nous n'avons plus cette obligation. Et nous pouvons mener une politique alternative.